Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, producteur, réalisateur, metteur en scène, scénariste et acteur français. Après une carrière justement d'acteur au théâtre, au cinéma ou encore à la télévision avant de devenir metteur en scène, Steve Suissa est devenu depuis la passerelle de la culture entre la France et Israël et l'un des visages de la transmission de la culture juive. L'occasion comme toujours de découvrir ou redécouvrir notre invité aujourd'hui en direct live sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Steve Suissa. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour découvrir non pas votre actualité mais vos actualités parce qu'il y en a beaucoup. L'envie de découvrir dans cette émission qui vous aide bien sûr au-delà de ce que vous faites puisque c'est l'ADN ici. Mais d'abord je tenais à vous dire quelque chose en démarrage d'émission. Quand je vous observe depuis quelques années déjà, je vous ai reçu dans d'autres médias alors jusqu'ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très vibrant chez vous. Je ne sais pas comment le déterminer. En tout cas, j'y ai beaucoup pensé et on va découvrir sans doute d'où cela vient. Mais comment vous le définiriez et est-ce que vous trouvez que j'ai raison ou tort ? Je sais pas parce que j'ai pas le regard nécessaire et voilà. Mais en tout cas, je fais tout pour que mon quotidien ait du sens, pour que l'humble mission de vouloir transmettre dans tous les paramètres que peuvent être le théâtre, le cinéma, les émissions du dimanche matin à l'origine, les festivals, les écoles de théâtre en Israël et les cérémonies particulières comme celle du souvenir ou d'autres, fassent que tout d'un coup il y ait une envie de transmettre, de réparer, de partager, de prendre dans ses bras des destins inconnus, de raconter des histoires différemment et de donner envie aux équipes qui travaillent avec moi, aux gens qui les regardent, aux gens qui ne vont pas au théâtre, aux gens qui auraient une vision des choses et peut-être leur en amener une autre pour qu'il puisse y avoir débat, partage, émotion, mélange. On va essayer de comprendre d'où ça vient, mais pour ce faire, le début, toujours le début. Steve Suissa, vous êtes né le 7 décembre 1970 à Paris, au cœur du faubourg Montmartre. Et je crois savoir que vous devez votre prénom à votre mère, qui devait beaucoup aimer Steve McQueen. Oui. C'est ça ? Oui. Vous naissez alors qu'elle est devant la télévision, qu'elle attend cette série Au nom de la loi. Elle attendait un film. Elle a eu un fils qui a fait des films et plus encore. Votre psy a dû adorer cette histoire. Oui. Quand j'ai raconté cette histoire à un psychologue que j'allais voir, il m'a dit, écoutez, votre maman attendait un film, ce sera 80 €. Voilà. Mais oui, forcément, je pense que beaucoup de choses se dessinent dans l'enfance entre nos 5 et nos 15 ans. C'est le reflet de nos vies après tout le temps. Donc, soit on répare, soit on partage, soit on change. Mais, forcément, comme disait Jean Ferrat, et sans que ce soit triste, personne ne guérit de son enfance. Et alors justement, vous grandissez au sein d'une famille juive, dans l'un des quartiers populaires de la capitale. Vous l'avez souvent dit, bien sûr, il y a toutes les populations, il y a même ce que vous appelez peut-être les voyous. Quel genre d'enfance vous avez eu, Steve Suissa ? Mouvementé. J'aimais pas l'école. J'avais un grand-père très courageux qui était boucher, qui avait ouvert la première boucherie cachère rue Richer en 52. J'avais un papa travailleur aussi. J'étais dans un quartier où, au milieu des Folies Bergères, où dansait Lisette Malidor, il y avait d'un côté les honnêtes commerçants et de l'autre côté les gros voyous d'Afrique du Nord, comme la famille Zemmour, comme le gang des Postiches. Et moi, j'étais partagé entre ces deux univers où j'étais devant un infini respect quand je regardais le quotidien de ma famille et j'étais dans une grande fascination quand je regardais ces voyous qui sentaient bon, qui avaient des grandes voitures, qui avaient une sorte de charisme comme ça, avec des costumes sur mesure et je regardais les Folies Bergères et je me disais que la seule façon d'avoir ces deux vies, ou peut-être 100 vies, ce serait peut-être d'être un artiste, mais c'était un peu compromis parce que
parce que je sentais pas cette légitimité-là possible du tout, vu que mes parents connaissaient personne, que je connaissais personne et que c'était comme un rêve inaccessible. C'est ça, c'est le compromis justement entre ces deux mondes dans lesquels vous vacillez, que vous observez en tout cas. Vous rêvez discrètement, mais certainement de cinéma. Ça ne plaît pas beaucoup à vos parents, ils sont pas tout à fait d'accord, mais vous en rêvez peut-être un peu en secret, dans les cages d'escalier de l'immeuble où vous habitiez, parce que vous habitiez une pièce finalement avec vos parents, c'était tout petit, entre je crois 12 et 14 mètres carrés. Comment cet amour du cinéma arrive en vous ? Parce que certes vous observez autour, mais il faut encore pouvoir avoir envie et voir des gens qui vous donnent vraiment cette envie. Ça part d'un mal-être, et tout d'un coup on a envie de continuer pourtant à rêver, même si on dort pas beaucoup, et rêver éveillé. Et j'ai la chance d'être né dans un quartier populaire, donc il y avait plein de cinémas, et un jour je suis rentré dans le faubourg Montmartre par derrière dans une salle de cinéma, et je suis tombé sur Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone. Et ce film était super beau, et c'était un chef-d'œuvre même. Et j'ai pu m'identifier, puisque ça parlait de jeunes garçons qui avaient envie de bousculer leur vie pour avoir une vie extraordinaire, et je me suis identifié comme ça dans 1, 2, 3, 4 films, Le Parrain, Cinéma Paradiso, des films comme ça où on avait un homme ordinaire qui avait envie d'avoir une vie extraordinaire, et les films et les personnages dans les films sont devenus mes amis. Et quand je lisais les génériques très longtemps et très longuement, je voyais toujours que c'était tiré d'un roman, c'était tiré d'une nouvelle, c'était tiré d'une pièce. Donc je me suis approché de ceux que j'ai repoussés toute mon adolescence, c'est-à-dire la littérature, et je me suis mis à lire, et j'ai trouvé comme ça dans des livres des personnages, des mots, des phrases que je ressentais très fort, mais dont je n'avais pas le vocabulaire. Oui, j'avais pas le vocabulaire. Donc tout d'un coup, je me disais super, je suis pas tout seul à être hors norme, je suis pas tout seul à avoir ce besoin d'amour qui dépasse la normale, je suis pas tout seul à avoir envie de rêver sa vie en grand, avec courage. Et tout d'un coup, je me suis attaché comme un ultime repère à la culture, donc à la littérature, au cinéma, et puis après est venu le théâtre, la peinture. C'est marrant parce que je vous connaissais pas, et j'ai très vite senti cette urgence justement à exister dans la culture, qui vous a très certainement sauvé, mais qui sauve aussi beaucoup d'autres personnes aujourd'hui. Bien sûr, on le sait, vous quittez l'école à 15 ans et demi. L'âge où finalement votre maman accouche de vous. Un petit peu plus tard. C'est pas tellement votre truc, l'école, bien sûr. Vous commencez à travailler à Rungis. Vous portez des palettes de viande très tôt le matin, peut-être aussi pour faire plaisir à votre famille de bouchers, ce qui vous fait aussi un point commun avec Pierre Dac. La passion vous rattrape, puisque finalement, dans ce camion, vous êtes face à quelqu'un qui pèse 120 kilos, que vous commencez à exaspérer, mais il y a peut-être aussi beaucoup d'affection, puisque cette personne va vous faire un très très beau cadeau. Ouais, cette personne, ça m'émeut d'y penser. Donc, cette personne est allée m'inscrire au cours Florent, et je fréquentais un garçon qui s'appelait Michael Cohen, qui y était déjà et me poussait à aller vers ce cours aussi. Et un jour, je décide d'aller passer l'audition grâce à lui, et je demande au patron du café une veste en cachemire, un tube de gomina et un flingue. Et je prends le métro comme ça, et j'arrive à l'île Saint-Louis, et quand je rentre, il y a Francis Huster et François Florent qui sont le jury de cette fameuse classe libre où 1000 personnes passent et on donne la classe libre à 10 personnes. Et je leur propose une scène du Parrain, et François Florent me demande d'aller me faire rembourser parce qu'on était dans une école de théâtre et qu'une scène de cinéma n'était pas la bienvenue. Et j'insiste un peu, et Huster lui demande de me faire grâce, et je commence cette scène, et ils avaient pour habitude de discuter entre eux pour déconcentrer, et ça m'agace. Et 2-3 fois, j'ai un regard un peu brusque vers eux, et ils continuent de plus en plus fort, et là, je sais pas ce qui me prend, je sors le flingue qui était chargé, et je tire 2 balles par terre. François Florent s'évanouit, Huster me met dehors, on me demande de quitter l'école très vite, et j'ai 2-3 voix derrière moi qui me disent que je ne ferai jamais ce métier. Voilà. Et 2 jours après, dans la chambre de bonne dans laquelle je dormais,
J'avais un répondeur à l'époque. J'ai un message de Francis Huster qui me dit que je suis quelqu'un d'un peu particulier, mais que il me reçoit en classe libre. Encore une fois, cette urgence, c'est si je ne fais pas ce métier, je vous tue ou je me tue. Ouais, c'est presque ça. C'est surtout si je construis pas, je me démolis, puisque autour de moi j'ai eu des jeunes frères d'amitié qui avaient aussi envie d'être les héros de leur famille et qui se sont gâchés dans une voyoucratie parce qu'au bout d'un moment ils ont pas eu la chance de tomber comme moi amoureux de la culture et forcément il y avait une urgence à exister, à vivre et à construire quelque chose parce qu'on était trop remplis de complexes, de mal-être, c'est quoi décalage. Le vôtre, Steve Suissa? Le complexe, le mal-être, c'est quoi le vôtre? Je voulais pas être boucher alors que mon grand-père me proposait d'hériter de sa vie de travail, ce qui était un sublime cadeau, mais je voulais absolument, dans mon fort intérieur, faire un métier que j'aime. Et c'est bien de savoir dire non, mais il faut savoir pourquoi. Et il faut faire quelque chose derrière. Donc, il fallait que je trouve quelque chose dont je ne me lasse pas. Et pour moi, d'inventer des histoires, de montrer le monde plus beau qu'il n'est, d'aller chercher des valeurs qui vous touchent pour les transmettre à d'autres ou pour les partager avec d'autres, c'était un métier magique. C'était certainement le plus beau métier du monde. Mais comment faire ça quand on ne parle pas bien, quand on n'a jamais lu, quand on n'est pas issu de ça, quand tout ça. Donc c'est très compliqué et il faut beaucoup de foi, il faut s'accrocher et il faut des jolies rencontres et il faut beaucoup de volonté. Mais voilà. Vous, cette rencontre, vous l'avez eue, Steve Suissa, parce que vous devez beaucoup à Francis Huster, mais je crois qu'au final, aujourd'hui, il vous doit beaucoup aussi, parce que certes, il a inspiré, il a bien traité beaucoup de ces élèves que j'ai reçus moi-même à votre place ces derniers mois, ces 2 dernières années. Ça doit être quand même très beau pour vous, intérieurement aujourd'hui, de mettre en scène la personne qui vous a tendu la main et que vous n'avez jamais lâchée. J'ai ces valeurs-là que m'ont inculqué ma famille. C'est-à-dire que si je m'engage, je m'engage, et si je donne ma parole, je la donne, et jamais de ma vie, je n'écouterai pas ce que peut me dire Francis, parce qu'il a été là et il m'a regardé alors que personne me regardait. Ouais. Vous êtes fidèle, hein? Très. Ouais. Votre premier rôle va arriver très vite, Steve Suissa, dans le film Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard. Vous jouez un serveur avant de décrocher des petits rôles de voyous et autres dans une 30aine de téléfilms et une 10aine de pièces de théâtre, mais ça ne vous suffit pas. Vous avez le tempérament pour créer, ne pas attendre le désir des autres, parce que jouer pour les autres, c'est aussi être à leur merci, et ça, c'est hors de question. Ça dépend qui, mais et puis quand vous rentrez dans l'univers d'un grand metteur en scène ou d'un grand auteur, vous le rentrez avec fierté et avec joie. C'est pas le souci, c'est juste que quand vous êtes rempli d'énergie, que vous êtes plein à craquer et que vous avez envie de faire et de construire, il est très difficile de vous dire que vous allez devoir séduire quelqu'un pour avoir une phrase dans son film. Donc pour moi, voilà, c'est la séduction que j'aime pas. C'est l'idée de me dire, ça va dépendre de comment je lui parle, de la dégaine que j'ai, de comment je le regarde, de comment je la regarde. Non, j'ai des choses beaucoup plus, à mon avis, profondes à donner. Donc j'ai cherché comment auto-entreprendre, comment être un artiste qui entreprend, comment être quelqu'un qui prend son destin en main, comment être quelqu'un qui prend des risques, comment être quelqu'un qui véhicule une énergie où tout d'un coup il faudrait voilà, créer sans attendre le désir des autres. Exactement, et vous allez embarquer bien sûr pas mal de personnes avec vous. Vous allez créer votre maison de production, les films de l'espoir. Vous écrivez et réalisez votre histoire pour la première fois en tant qu'auteur de ce premier film, L'Envol, aidé par Marc Esposito. Je crois que vous y faites jouer tous les gens que vous aimez ou que vous allez aimer. Bande annonce. Tu veux être acteur et je le serai. Comment tu vas devenir acteur? Je vais prendre des cours comme tout le monde pour apprendre. C'est très difficile comme concours. Je vous demande pas si c'est difficile, je veux juste savoir comment on s'inscrit. Tu veux faire du théâtre? Tu connais rien au théâtre. Je cherche un blond.
et cherche un brin ténébreux. Le duo, je te parlais de Beckett, tu me disais que t'étais d'accord avec moi. T'adorais ça, mais tu sais même pas qui c'est. C'est pas bien. C'est ici que tu gagnes ta vie. Oh, c'est simple. J'arrête. Un jour, vous serez assis là, comme ça. Et moi, je serai là. Et vous serez fiers. Vous êtes fier ? Je suis fier. Vous êtes fier ? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'envol de l'espoir d'être libre dans cette carrière ? Parce que ça englobe le titre de votre maison de production, mais aussi le titre de ce film. Sûrement, parce que le mot espoir est un mot tellement clé dans ma tête, dans ma vie, dans mon quotidien. Et je suis fier et pour autant pas satisfait tout le temps de ce que je fais, parce que j'ai, par rapport à mon identité qui est le judaïsme, le symptôme de la remise en question constante. Donc tous les matins je me remets en question, et à la fin de chaque projet je me demande qu'est-ce que je vais faire que je n'ai pas fait, pas pour montrer que je sais faire des choses, mais pour me dire qu'il y a des endroits où je ne suis pas allé et qu'il faut ouvrir tous les tiroirs. Donc ça, c'est les voilà. questions du soir. Oui, enfin c'est les questions, oui, du soir. Alors, vous devenez bien sûr metteur en scène après 15 ans en tant qu'acteur, avec de nombreuses pièces aujourd'hui. Je ne m'aventure certainement pas à donner un chiffre, vous allez remarquer Steve Suissa, mais du baiser à la veuve d'Israël Horowitz, Moni, pieds nus dans le parc de Nil Simon, jusqu'à sélectionner avec Amir, et on l'embrasse très fort, bien sûr. Et puis, bien sûr, vous allez découvrir, accompagner beaucoup de talents naissants, Isabelle Carré, Clément Sibony, Marion Cotillard, etc., etc. Vous enchaînez avec les productions cinématographiques Le Grand Rôle, Cavalcade, Mensch, réaliser des courts-métrages, dont un primé à Cannes, chose qui est assez rare. Et vous allez travailler pour la télévision. Vous décidez d'alterner toutes ces ficelles, parce que vous voulez avoir plusieurs vies en une. Oui, parce que encore une fois, c'est l'histoire qui m'intéresse. Donc aujourd'hui, que ce soit du théâtre, de la télé, du documentaire, du cinéma ou de l'opéra, j'ai pas de cases. Je mets pas les choses dans des cases. Je mets pas les gens dans des cases. Je mets pas les projets dans des cases. C'est la meilleure façon de les raconter et de les rencontrer qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de me mettre à la place d'une personne qui est le public, et de me dire comment je vais le toucher, comment je vais partager avec lui, comment je vais rentrer en connexion. Il faut dire qu'au départ, le théâtre, c'était pas forcément votre truc, Steve Suissa, parce que vous trouviez sans doute dans votre imaginaire que c'était ennuyeux. Aujourd'hui, pour vous, c'est un boulevard, quelque chose qui est en mouvement, qui est très certainement d'ailleurs comme vous, pas figé. Non, c'est pas figé. Faut pas que ce soit figé. Enfin, je pense qu'il ne faut pas que tout évolue. Au final, c'est peut-être ce que vous faites le mieux. En témoigne aussi cette œuvre avec Amir dans Sélectionné, qui relate le parcours du nageur d'Auschwitz, Alfred Nakache, et que j'ai reçu pour en parler. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette histoire, plus qu'à celle aussi de Victor Young-Pérez, que vous avez aussi interprété dans le rôle de Benjamin, le frère, où vous étiez aux côtés de Brahim Asloum? Je trouve que la culture nous apprend aussi que on peut découvrir des choses, et depuis des années, il y a des biopics sur des gens très connus. Chanel, Claude François, j'en passe beaucoup, et des sublimes biopics souvent. Et je trouve que aujourd'hui, de parler de tous ces gens, Vladimir Horowitz, le pianiste du siècle, Victor Young-Pérez, boxeur, plus jeune champion du monde de tous les temps, Alfred Nakache, phobique à l'eau à 9 ans et un des plus grands nageurs du monde, avec 2 fois les Jeux Olympiques. Je trouve que ces hommes-là ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont été des hommes bien. On va parler de ces hommes bien et bien évidemment de cette transmission dans un instant, mais encore une fois, vous êtes dénicheurs de talents. Vous allez mettre en scène, dans un seul en scène, Thierry Lhermitte, alors que forcément il n'avait pas fait avant jusque-là. C'est une prise de risque. C'est aussi le cas pour Amir, qui n'était pas acteur jusqu'à maintenant. Pourquoi vous avez cru et pensé à Amir? Un flash, j'en ai beaucoup. Je marche à l'instinct. Et quand j'ai pensé à lui, je me suis dit que ça devait être Alfred Nakache, et je suis allé voir un auteur, Marc Elia, et je lui ai dit qu'on allait collaborer ensemble sur un texte monologue d'Alfred Nakache, et que ce serait Amir qui le jouerait. Chaque jour, rassemblé par la culture, c'est votre ADN. Amir, c'était aussi le bon étalon, si je puis dire, pour ça, parce que
Aujourd'hui, moi je le pense en tout cas, c'est très audacieux, courageux de sa part, lorsqu'on a une notoriété forte auprès de la jeunesse, de venir se mouiller la chemise, si je puis dire, parce que c'est ce qu'il fait sur scène, et de prendre aussi son histoire et de la donner, de la livrer. Il a eu quelque chose de formidable, il a eu quelque chose qu'ont les grands artistes. Le sujet l'a dépassé lui. C'est-à-dire qu'en fait, il a trouvé quelque chose de plus important que sa carrière. C'est d'être en mission de réflexion. Et donc d'avoir un message à donner. Et ce monsieur, qu'Alfred Nakache, il nous a touchés tous les deux. C'est-à-dire qu'on y a vu nos grands-pères, on y a vu ces hommes à l'ancienne, on y a vu ces hommes pleins de valeurs et de choses nobles. Donc aujourd'hui, que de donner aux jeunes générations comme aux moins jeunes un destin pratiquement inconnu alors qu'il est légendaire, c'est aussi le travail de la culture. Vous parlez de mission, on va parler de transmission. Depuis plus de 5 ans, vous êtes également auteur, producteur et réalisateur de l'émission religieuse à l'origine sur le judaïsme. Vous allez comprendre où je veux en venir, Steve Suissa. Cette émission est diffusée le dimanche matin sur France 2. En parallèle, je rappelle que vous avez aussi fondé il y a 4 ans 3 écoles de théâtre francophones pour enfants et adultes en Israël, Natania, Ashdod, ensuite Tel Aviv, dirigées par Cécile Benz, avec qui vous jouiez récemment encore Le temps d'un violon en Israël. Pourquoi la création d'écoles? Bien évidemment, on l'a compris, mais un parallèle à faire entre ces 2 casquettes, Steve Suissa, et il est important et peut-être assez évident, puisque quand on réfléchit, vos initiales sont SS. La culture, mais au cœur de vos œuvres, une culture chargée d'histoire au pluriel, de l'histoire avec un grand H, celle des juifs et des juives. Souvent, vous n'imaginez pas la culture autrement. Non, parce que je pense que c'est lorsqu'on est le plus personnel, qu'on est le plus universel, et c'est en parlant de soi qu'on parle à tout le monde, et c'est en parlant de choses très intimes, non pas dans sa vie privée, mais dans son ressenti, qu'on s'adresse aux gens, parce que tout d'un coup on abat les cartes et on enlève les filtres, et tout ça se regroupe pour moi. C'est une énergie complète d'avoir envie de donner à des enfants ou à des plus grands ce qu'on n'a pas reçu quand on était petit, c'est-à-dire une éducation un peu plus rebelle que celle de l'éducation nationale, mais une éducation théâtrale ou cinématographique. Pourquoi pas? En tous les cas, pendant le Covid, tous ces enfants nous disaient qu'ils étaient morts si on a arrêté un cours de Zoom. Pourquoi pas donner un festival et faire un festival en Israël de théâtre français pour les 200 000 francophones qui y vivent, alors qu'aucun État, ni le israélien ni le français, veulent s'y mêler parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien. Moi, je trouve que ça sert. Donc, je me débat comme un fou pour trouver des partenaires, dont les gens de cette radio, qui m'ont souvent donné la main, et que je pense que c'est nécessaire parce que les parents et les grands-parents viennent avec leurs enfants et leurs petits-enfants, et que les premières années, on faisait 2-3 000 spectateurs. Aujourd'hui, on en fait 8 ou 10 000, et que ça n'ira qu'en montant. En tout cas, je pense que c'est important. Et pour le reste, les émissions religieuses, aujourd'hui, on double ou on triple l'audimat. Donc, je veux d'abord dire merci à toutes mes équipes. Isabelle Sarda, Jesseria, Julien Pambowski, Eden Zachaius, Maxime Richel, mais tant d'autres. Parce que on se cramponne à trouver des sujets fous. On se cramponne à trouver des visions folles. On se cramponne à tout. Aux images, aux plans de drone, à de la musique, à rajeunir tout ça, à aller chercher des générations qui n'ont jamais regardé cette matinée religieuse, entre guillemets, pour leur dire que c'est religieux, mais c'est aussi cultuel, c'est aussi culturel, que c'est spirituel, et aujourd'hui, l'audimat ne cesse de monter, ça devient complètement fou, et je trouve ça extraordinaire. Et c'est une victoire. Steve Suissa. On va continuer à parler avec vous et de vous dans cette émission, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. « 15h30 passé d'1 minute 30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, le rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. À la une de l'actualité en Israël, la police sur le qui-vive à Tel Aviv. Une manifestation des soutiens à la réforme judiciaire de Binyamin Netanyahou est prévue ce soir lors de la dernière lundi qui a eu lieu, celle-ci à Jérusalem. Des manifestants ont bloqué le passage à des voitures conduites par des Arabes et un chauffeur de taxi arabe lui aussi a été agressé. La police détient 3 suspects. Lors de cette même manifestation, des policiers et des journalistes ont été molestés. Politique en Israël, Benny Gantz bientôt dans la coalition gouvernementale. En tout cas, un député du Parti unifié de la Torah lui demande de la rejoindre. Selon la chaîne publique israélienne Cannes, Moshe Gafni chercherait à renforcer l'équilibre de la coalition. Un compromis serait en discussion pour que le ministre de la Défense justement réintègre le gouvernement Netanyahou. C'est le leader du parti ultra-orthodoxe Chasse qui sera en train de négocier les termes de l'accord en échange de son retour comme ministre de la Défense. Yoav Galland envisagerait de s'excuser pour le timing de la prise de parole qu'il a eue contre la réforme judiciaire pendant que Binyamin Netanyahou était en Grande-Bretagne. En revanche, il ne reviendrait pas sur ses propos. Dans l'actualité internationale, l'inquiétude autour du sort d'Evan Gershkovich, le correspondant du Wall Street Journal à Moscou, a été arrêté. Assimiler Israël à un régime d'apartheid, c'est l'objectif d'une nouvelle proposition de résolution à l'Assemblée nationale, inscrite à l'ordre du jour le 4 mai prochain par le groupe NUPES communiste. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Steve Suissa et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Bonjour Evital. Bonjour, Boker Tov, Shalom Ilana. On vous retrouve tous les matins à 6h47. Et oui, Ken, avec Mila, le mot du jour, Mila Beyom. Un cours d'hébreu à l'Ulpan Écuge, info sur écuge.fr. Le FSJU a un message pour vous. Pessah, c'est le message d'un peuple qui sort uni de l'Égypte pour la liberté et pour sa dignité. À Pessah, le FSJU délivre avec ses partenaires des milliers de bons d'achat pour les personnes en situation de précarité, quelle que soit son histoire. À Pessah, agissez avec le FSJU pour une communauté plus solidaire. Donnez sur pessah.fsju.org, pessah.fsju.org. Le FSJU et toute son équipe vous souhaitent une belle fête de Pessah. Chag Sameach. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Steve Suissa. Et puis bien sûr, on se parlait juste un petit peu avant cette pause. Pour surprendre encore Steve Suissa, vous avez évidemment, on le sait, fondé et vous êtes coproducteur avec Jean-Marc Dumontet du premier festival du théâtre français en Israël, Horizon, qui a lieu chaque année au mois d'octobre à Tel Aviv et dans d'autres villes d'Israël pour réunir ce public francophone et israélien autour de la culture. Qu'est-ce qui nous attend pour cette 6e année et de quand à quand ? Là, nous avons un Tel Aviv Comedy Club qui va se faire du 6 au 8 juin avec mes acolytes Michael Chetrit et Thierry Colby, où on va recevoir Chantal Latsou et on va recevoir dans la deuxième soirée le 8 juin en plateau Sandrine Saroche, Samuel Bambi et Félix Dian. Ça, c'est pour le mois de juin. Que des talents. Voilà. Et pour le mois d'octobre, on est en train de faire la programmation et ce sera un gros et beau festival, je l'espère. Je l'imagine. Actualité à suivre, bien sûr, avec ces 2 personnes qui vous ont fait confiance. Fleur de Soleil avec Thierry Lhermitte au Festival d'Avignon et en tournée jusqu'à mars 2023, donc jusqu'à, j'imagine, encore quelques jours. Sélectionné avec Amir au Théâtre Marigny jusqu'au 2 avril, si Dieu veut. Et puisque vous êtes toujours en mouvement, Steve Suissa, vous avez, j'imagine, encore d'autres projets. Oui. C'est déjà chargé, hein. J'ai toutes les émissions des dimanches avec des émissions à venir qui sont fortes, je pense. On a ce festival au mois de juin à Tel Aviv de comédie. Je travaille sur beaucoup d'adaptations, dont celle de Yentl au théâtre, en comédie musicale. Et je suis en train de finir le tournage d'un documentaire sur Rachi. Qui est en cours depuis un petit moment déjà. J'espère qu'il verra le jour. Steve Suissa. Il va voir le jour. La première projection aura lieu le 2 juillet à Troyes.
Eh bien, on sera présent à 3 le 2 juillet. Vous travaillez 20 heures par jour, Steve Fissa. Vous prenez vos décisions à jeun. Vous donnez beaucoup d'amour aux gens. Vous qui pensez qu'on a la famille qu'on se crée, mais est-ce que vous prenez le temps d'être aimé dans l'intime ? J'y arrive. C'est vrai ? Oui, j'y arrive. Petit à petit, mais sûrement. Non, j'y arrive. Eh bien, très bien, parce que la transmission Merci. passe par là aussi. Je suis sûre qu'on aura des bonnes nouvelles. On continue cette émission, bien sûr, avec vous dans cette émission. Tout de suite, on découvre toute la culture du moment ou d'avant, mais selon vos goûts, pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Et tout de suite, on part au théâtre avec vous, Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Steve Fissa. Bonjour. Alors Steve, moi j'avais envie aujourd'hui d'évoquer avec vous un spectacle qui devrait vous rappeler quelques souvenirs, puisqu'il s'agit du chef-d'œuvre de Stefan Zweig, 24 heures de la vie d'une femme, que vous avez mis en scène au théâtre en 2015 dans une adaptation d'Éric Emmanuel Schmitt, avec Clémentine Célarié dans le rôle principal. Eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais le texte de Zweig est actuellement repris à l'Espace Marais par une troupe qui se produit tous les samedis à 19h30 dans une mise en scène de Joseph Morana. Alors forcément, on connaît l'histoire, mais on a envie de se la remémorer. Rappelez-nous l'intrigue en quelques mots, Emma Scali. Alors l'histoire, eh bien, elle se déroule dans un lieu de villégiature au bord de la Méditerranée. Nous sommes au début du XXe siècle et une femme d'âge mûr nous parle de son passé. Il faut dire que 20 ans plus tôt, elle a quitté mari et enfant pour un homme bien plus jeune qu'elle connaissait à peine. À partir de cet énoncé, sa confession nous amène à revivre ce qui s'est déroulé ce jour-là. En fait, le jeune homme, qui était un joueur à la roulette, cherchait à se suicider et la femme, eh bien, elle l'en a empêché. Mais taraudée par le souvenir de cette journée particulière et par la douleur d'avoir abandonné les siens, elle se livre peu à peu à un aveu qui est empreint de culpabilité. En réalité, elle cherche à expliquer à ceux qui l'écoutent, et j'ai envie de dire d'une certaine façon à nous dans le public, mais surtout à elle-même, les motivations profondes de son geste. Pour retrouver un peu de sérénité, elle a besoin de dire, de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X qui la font tant souffrir. Je crois que ce texte est assez représentatif aussi des obsessions de Stefan Zweig. Oui, absolument, Cyrielle. En fait, 24 heures de la vie d'une femme, c'est un des textes les plus célèbres de Zweig. Dedans, l'écrivain y explore la passion amoureuse dans tout ce qu'elle peut avoir de destructeur. S'enflammer, se perdre, aimer à perdre la raison. En fait, tous ces mots deviennent synonymes, et c'est exactement ce à quoi on assiste en fait dans ce spectacle. Grâce au style précis, lumineux de Zweig, on partage un moment exceptionnel où les sentiments exacerbés côtoient la folie et la douleur. L'intensité de l'écriture nous plonge dans les méandres de la passion, une passion vibrante, une passion ensorcelante, envoûtante. Et il s'opère alors une magie subtile, pleine de finesse. Le théâtre se veut intime, le décor épuré et la révélation raffinée et délicate. On a un personnage comme ça qui apparaît sur scène. On se sent immédiatement connecté à l'univers de l'auteur, et puis s'installe une litanie, une espèce de prière comme ça. D'autres personnages surgissent et ils nous évoquent ce coup de foudre qui éblouit, transperce, engage la totalité de l'être d'une certaine façon. Et la littérature, eh bien la littérature d'un coup, elle prend vie sous nos yeux pour nous faire sentir la puissance du désir et la flamme intérieure que tout ça provoque. Alors Emma, justement, je crois que vous avez relevé aussi une citation de Zweig qui va tout à fait dans ce sens. Mais oui, en fait, Zweig a écrit « La littérature n'est pas la vie, mais un moyen d'exaltation de la vie, un moyen d'en saisir le drame d'une façon plus claire et plus intelligible. » Eh bien, je crois qu'avec 24 heures de la vie d'une femme, c'est un peu comme si on avait la chance d'assister à une séance de thérapie, mais sans divan cette fois. Et j'imagine, Steve, que vous le savez certainement, mais nos auditeurs ne le savent peut-être pas. En fait, Zweig était un ami de Freud. Et c'est un peu avec ce récit comme s'il s'emparait, si vous voulez, de la psychanalyse, un peu comme on s'emparerait d'une muse pour s'en inspirer, se donner du souffle, le but étant finalement de sublimer. Et vous allez voir que ce mot sublimer, il prend tout son sens, parce que le texte a été brûlé en autodafé par les nazis. Eh bien, je crois, moi, que c'est
probablement parce qu'il y a une telle lumière en fait dans cette œuvre, une telle beauté, une telle ouverture à l'altérité et à une forme de transcendance qu'il fallait que l'ombre la détruise. Ils n'ont pas réussi. D'où mon terme de sublimer. Et j'ajouterais même que cette page terrible de l'histoire en fait nous fait voir ô combien le propos de Zweig est éminemment intemporel, universel, et ça permet de saisir l'essence de nos sentiments, tout ce qui se cache à l'intérieur de nous, qui peut ressurgir d'un coup d'un seul. Et finalement, 24 heures de la vie d'une femme, c'est quoi ? Eh bien, c'est une exploration de nos abysses, un peu comme chez Visconti, j'aurais envie de dire. Et cette exploration, elle a un effet cathartique. Pourquoi ? Parce qu'elle nous sauve en nous offrant un regard poétique sur le monde. Et c'est de cette poésie que naît toute la magie. À savoir, je crois moi, ce qui se joue au fond, quand l'âme agit. Merci beaucoup Emma Scali. Bravo. Je rappelle que Emma est actrice aussi et qu'on vous retrouve dans le rôle de Sarah Bernard. Je rappelle aussi que cette pièce se joue à l'Espace Marais, bien sûr, tous les samedis à 19h30 dans une mise en scène de Joseph Morana. Tout à fait. Merci beaucoup Emma Scali. Tout de suite, la chronique émotion de Nicolas Rafal. L'émotion de Nicolas Rafal. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Steve. Bonjour. Très difficile de passer après la chronique d'Emma quand même. Non mais elle nous embarque, elle nous emporte. Oui. C'est pas mission facile quand même. Mais on va essayer et puis je pense on peut y arriver. Et bien Surtout avec le titre que vous allez diffuser. Ah là là, oh là là, ouais, c'est vrai. Ce sont les goûts artistiques effectivement de Steve Suissa. Et là, c'est pas des moindres aujourd'hui. Dans cette chronique émotion, donc on se balade, on navigue en terre artistique au gré de vos goûts. On débute en musique avec votre choix, cher Steve, Sofiane Pamart. On écoute un extrait de Love, son dernier album sorti l'année dernière en 2022, Letter. Sofiane Pamart, pianiste né en 1990 à Elem, dans le nord, dans la périphérie de Lille. Et il me semble, cher Steve Suissa, que ce n'est pas totalement un hasard, ce choix. Votre parcours, votre chemin artistique l'atteste. Vous aimez sortir des sentiers battus, vous aimez le chemin de traverse. Vous auriez pu écrire Les Chemins Noirs de Sylvain Tesson, vu hier ou avant-hier au cinéma avec Dujardin, tant vous aimez le risque, le pas de côté et être là où on ne vous attend pas. Sofiane Pamart, surnommé Piano King, fonde ses bases sur le rap français des années 2000 et conjointement sa formation classique en piano au Conservatoire de Lille. Énorme bagouze au doigt. Ça, c'est pour le style, l'apparence. On parlera bien sûr de la musique après. Lunettes fumées sur les mirettes, costume hyper branché sortant d'une garde-robe à la Mister Gaga. J'imagine que c'est le mari de Lady Gaga qui s'appelle ainsi. Sofiane Pamart n'est pas, on l'imagine, le genre de pianiste qu'on attendait dans cette musique classique aux airs corsetés où la veste de costume noir va si bien à l'interprétation de Mozart et la robe de mousseline noire aussi à celle de Jean-Sébastien Bach. Pamart, c'est le coup de sirocco dans l'impression visuelle, c'est Maître Gims qui nous jouerait le deuxième concerto de Rachmaninoff. Il est, figurez-vous, le premier soliste de l'histoire à avoir rempli l'Accor Arena pour un concert récital de piano donné en novembre 2022. Alors côté musique, celui qui compose des pièces néo-romantiques pour piano seul reconnaît en Chopin, Ravel et Debussy, les meilleurs amis d'une vie bien sûr, des modèles en matière de musique classique pour piano. On entend dans ses compositions des sonorités présentant de possibles liens avec la musique de ces grands compositeurs que celui qui n'a pas frémi en entendant les accords de 11e de Debussy me jette le clair de lune au visage. Pour les accords de 11e, vous voyez ce que c'est, chers auditeurs, non? Vous enlevez la tierce pour l'accord de 11e, je précise ça pour les auditeurs, ça frottera moins. Et dans ce portrait inévitablement trop court, j'avais envie de parler aussi de son grand-père maternel venu de son Maroc natal dans le nord de la France afin d'être mineur de fond et qui venait de Taroudante, la sublime ville moyenâgeuse entourée de remparts, à visiter plutôt vers 5 heures du soir quand la lumière s'emplit du couchant doré. Et ça, c'est très très joli. Qu'est-ce que vous aimez, Steve Suissa, chez Sofiane Pamart? Cette douceur, cette honnêteté d'avoir besoin de choses gracieuses, de tendresse, d'envoler comme là, tout de suite. On va continuer à parler de tendresse avec vous. Voilà. Parce qu'on va parler poésie.
Ah oui, tout à fait, avec François Tcheng, votre choix littérature. Et c'est aussi bien sûr de tendresse qu'il s'agit quand on évalue et qu'on voyage à travers l'ensemble de sa vie et de son œuvre. Écrivain, poète, calligraphe français d'origine chinoise, membre de l'Académie française, fauteuil 34, après Fénelon, Poincaré, Raymond Poincaré et Maurice Genevoix. François Tcheng, né en 1929, 93 printemps, arrive avec ses parents à Paris en 1948, naturalisé en 1971. Ses travaux se composent de traductions des poètes français en chinois et des poètes chinois en français, d'essais sur la pensée et l'esthétique, de recueils de poésie et de romans. Il a dit « Seule l'écriture permet de tendre vers le tout de son vivant ». Il consacre sa vie à l'étude de la langue et de la littérature française, professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Dans une société qui se délite en termes de maîtrise de la langue, il est toujours surprenant et à vrai dire ragaillardissant de constater, à l'instar de personnalités telles Aznavour, que ce sont des gens venus de si loin qui habitent le plus parfaitement la maîtrise de notre belle langue. Rien qu'à se balader au milieu des titres des ouvrages de François Tcheng, on se sent empli de sagesse, on ressent le souffle de la quiétude. François Tcheng ouvre la vie, donne du sens à notre quête terrestre, unit nos âmes dans le chant, permet à nos esprits de méditer sur la mort, autrement dit sur la vie. Trace cette longue route pour l'unir au chant français, son dernier chez Albin Michel en 2022. Il nous présente enfin Le Royaume, série de quatrains parue chez Gallimard, où il nous affirme que la vraie gloire est ici, toujours chez Gallimard. Car attention, la joie ne dure qu'un printemps, c'est déjà mieux que Jean Kelevitch, autre grand philosophe, qui nous conseillait de ne pas louper une seule matinée de printemps. Une matinée, c'est moins qu'un printemps entier. L'écriture de François Tcheng fait du bien, mais elle n'est pas qu'un vadémécum stylistique, c'est aussi une écriture que l'on garde en soi pour ce qu'elle a à nous dire. L'épure du sens, l'aller vers la concision, l'éternel dans la phrase. Celui qui a écrit « La passion charnelle reste la plus haute forme de quête spirituelle » ne veut pas qu'amuser de par son style, il dit l'essentiel. J'espère que vous confirmerez. François Tcheng aura en fait, de par son talent de calligraphe, dessiné sa pensée pour n'en faire qu'un trait souple, ample. À voir dans les écoles chinoises la rapidité et la précision d'exécution de ces artistes majeurs que sont les calligraphes, François Tcheng aura tenté et réussi ce merveilleux pas de danse de la main et de la pensée en couchant sur le papier sa poésie bipolaire. On fête aujourd'hui la journée de la bipolarité. Voilà, ça. N'oubliez pas, on vit juste pour quelques rencontres, disait-il. Et nous avertit le majestueux du Quai Conti avec François Tcheng. Nous rencontrons le poète majeur qui aura su ouvrir nos vies. C'est tellement bien résumé, Steve Suissa, la réaction. On s'en passe puisque franchement vous avez très bien résumé. Vous allez nous parler cinéma maintenant. Alors, cinéma, envoyez la musique, oh que je suis content, sono molto contento. À moi aussi, un de mes films favoris, Steve Suissa, Cinéma Paradiso, 88, Giuseppe Tornatore. Avec la musique, qu'est-ce qu'on met, Cyrielle, comme adjectif pour la musique d'Ennio Morricone? Exceptionnel? C'est attendu, non, exceptionnel. Non, j'aime pas les adjectifs. Voilà, on écoute et on ressent. Oh là là, l'émotion. Ouais, même magistral, c'est une lapalissade, tant la musique de Morricone est également la vedette. C'est vrai que c'est dur de parler sur cette musique qui nous fait trembler, tant cette musique est la vedette de ce film, bien sûr. Elle t'arrache les larmes comme un voleur à la sauvette et te permet de t'envoler là-haut avec les cerfs-volants de ton enfance. Petit pitch, Rome, fin des années 80. Salvatore apprend la mort de son vieil ami Alfredo. Par cette nouvelle, c'est toute son enfance qui remonte à la surface. Son village natal en Sicile, quand on l'appelait Toto, et qu'il partageait son temps libre entre l'église où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, où régnait Alfredo, le projectionniste. Alfredo, c'est bien sûr Philippe Noiret qui lui apprend la vie. Histoire d'amitié, de transmission. Toto donnera des réponses à Alfredo, qui est illettré et qui passe des épreuves du certificat d'études. En échange de quoi, eh bien, Alfredo lui enseignera les ficelles du métier de projectionniste. Cinéma Paradiso, c'est Marcel Proust, version sicilienne. Ici, la Madeleine est remplacée par le bruit de la bobine, qui diffuse à l'écran toutes sortes de merveilleux et immortels baisers de cinéma qui fascinent Toto. C'est la fin du film également. C'est aussi une histoire de
industrialisation du cinéma. Après un incendie, le Nuovo Cinema Paradiso sera remplacé par un parking. C'est le petit contre le grand, l'amour et l'émotion contre le parking Vinci, pourtant italien. Vinci. Toto, c'est un peu nous à retourner sur les traces de notre passé. Qu'avons-nous laissé en chemin? Cinéma Paradiso appartient à cette liste de films dont nous sortons les yeux rougis et le cœur gonflé comme un arancini à la mozzarella. Pour moi, dans la liste, il y a Nelly et Monsieur Arnaud, Titanic, La vie est belle de Benigni, Sur la route de Madison, Le Kid de Chaplin. Et pour vous, Cyrielle, votre film qui vous met les larmes? J'en ai beaucoup, et je vous avoue. Oh, Cinéma Paradiso me met beaucoup les larmes parce que c'est une histoire sublime. C'est un petit garçon qui veut faire du cinéma et qui finit par y arriver parce qu'il se sauve et qui désobéit aux siens. Et à la fin de sa carrière, alors qu'il est un grand metteur en scène, il repasse la scène des baisers. Et pendant cette scène des baisers, il se met à pleurer tout simplement parce que il comprend qu'il aime son métier mais qu'il n'a pas été aimé pour lui. Et il a une énorme émotion qui sort sur le visage de Jacques Perrin et je trouve ce film sublime. C'est l'occasion de le redécouvrir. Merci beaucoup Nicolas Rafal pour cette chronique. Tout de suite le coup de fourchette de Sam Bérébi qui vous croque sur Radio J. C'est très fin, ça se mange sans pain. Je suis dilaté. Radio J. Radio J. Le coup de fourchette. Vous nous avez manqué, Sam. Ah, moi aussi, vous m'avez manqué. Je suis content d'être là. Vraiment. Je suis bien là avec vous. Steve Suissa, ça va? Ça va. Je suis très content d'être là. C'est vrai? Je suis un peu impressionné. Non. Ah, acteur, producteur, réalisateur, metteur en scène, vous savez tout faire. Vous êtes le genre de parfait. Non, mais sérieusement, vous avez des conseils à me donner ou pas? Non. Parce que moi, c'est pas facile. Moi, je fais du stand-up et à côté, je suis étudiant en pharmacie. Des fois, je m'en mets les pinceaux, je suis pas bien. Pendant le Covid, je me croyais à l'Olympia, moi. Par applaudissement, qui a déjà eu le Covid. Je te jure, même les mecs savaient pas ce qu'ils faisaient. Je te jure, la dernière fois, j'étais au comptoir. Il y a un mec qui vient me voir. Comment ça va, monsieur? Je te jure, mais il est énergique, votre pharmacien. Dis-moi, non, franchement, c'est pas facile. Vous avez des conseils à me donner, du coup, ou pas? Les médocs. Écoute ton instinct. Écoute ton instinct. Mon instinct, c'est vrai que mon instinct. En plus, je suis particulièrement content d'être là parce que je reviens d'Afrique du Sud. Je sais pas si ça avait déjà été en Afrique. C'est pas une vanne en plus. Non, c'est vrai, la réalité, c'est pas tout est une vanne, je vous jure. Je vous montre mon passeport après si vous voulez. J'étais en Afrique du Sud, j'ai été rejoindre une copine, elle était en échange étudiant. Vous connaissez un peu le concept des échanges étudiants? Oui. C'est un concept, tu pars au bout du monde pendant 6 mois. Et tous les soirs, avec un objectif, tu dois finir en coma éthylique. C'est simple. Et franchement, pour tenir le rythme, c'est compliqué. Si t'arrives à tenir ce truc, et les horaires de bureau 8h, 20h, c'est un jeu d'enfant à côté. En plus, là-bas, tout le monde va à la salle. Garçon, fille. J'ai une discussion avec un mec, il me dit ouais, en ce moment, c'est pas facile. Je dois faire une prise de masse. Je lui dis ah ouais, pourquoi c'est pas facile? Je peux manger ce que je veux quand je veux. Je te jure, j'y arrive pas. Je lui dis frérot, viens faire un stage chez ma mère. En une semaine, tu l'as fait taper. Tu l'exposes. Vous allez à la salle un peu vous ou pas? Un peu. Vous êtes beau gosse, Allez, franchement. Je vais vous dire un truc. À la radio, quand on a su que Steve Suissa arrivait, sur le roue WhatsApp, c'est parti en couille. Je vous dis, toutes les filles, on va aller chez le coiffeur, on va se maquiller. Cyrielle, c'est vrai ou pas? Oui. Cyrielle, elle va m'engueuler après. Par contre, je donnerai aucun nom, secret professionnel. D'accord. Mais si vous voulez, voilà, je vous arrange un coup avec n'importe quoi. Voilà, elles sont toutes comme des folles. Je vous assure. C'est un truc de. Non, vraiment, je vous assure, c'est vrai. Alors, qui dit coup de fourchette dit plat. Je n'ai pas réussi à trouver votre plat préféré. J'ai appelé votre famille, vos amis. J'ai eu un problème. Ça m'est jamais arrivé avec aucun invité. Même Cyril, on n'était pas bien avant l'émission. J'étais en transe. Donc, je sais que vous avez déchargé beaucoup de viande pendant vos études pour gagner de l'argent. Ouais. C'est vrai ou? C'est vrai. Parce que c'est vraiment. Ouais. Donc, j'ai choisi un plat peu connu des Français, filet de bœuf. Vous aimez ça ou pas? Oui. Ça va? Oui. Vous aimez? Vous mangez? Oui. Moi, j'en ai mangé hier à l'aéroport. J'ai eu mal au ventre. D'autant qu'à l'aéroport, moi je suis un peu stressé parce que quand j'arrive vous connaissez quand on arrive devant la balance à l'aéroport, tu rentres dans un état de stress. Est-ce que je vais dépasser les 25 kilos? C'est pire que quand tu pèses à la fin de l'hiver pour voir si tu rentres toujours dans ton maillot, je te jure. Surtout que ma mère, elle me rajoute toujours des gants, des bonnets alors que je pars à la plage l'été, tu vois. Et du coup, quand je pars en Israël, il y a toujours ce mec qui te demande est-ce que vous avez fait la valise toute seule? Tu dis moi c'est ma mère mais c'est que du couscous. Il y a pas de quoi. En tout cas, Steve Suissa, j'étais très heureux d'être là à côté de vous. Merci beaucoup, vous êtes un exemple pour les jeunes comme moi. Et même pour les vieux en fait, pour tout le monde, pour les vieux. Non, je rigole pas. Et je voulais vous dire beaucoup de succès et merci beaucoup. Merci à vous. Et merci. Et j'adore votre bronzage. Sam Bérébi. Et le vôtre est pas mal non plus aussi, Sam Bérébi. C'était comment l'Afrique du Sud? Très sympa, beaucoup d'animaux, de girafes, de lions, pas mal de comédie club aussi. Non, c'est pas vrai ça. Non, très sympa. Sam Bérébi, merci beaucoup. Merci. On vous retrouve bien sûr sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y et dans plusieurs comédie clubs parisiens. Est-ce qu'il y a des dates à nous donner? Là au Friche ce week-end, comédie club de Kev Adams. Quand? Samedi soir? Samedi 17h.
Ouais. Ouais, bon, c'est bien. Hein. Ouais. Et dimanche ? Et dimanche aussi, dimanche soir, dans un café Oscar. Café Oscar, Ça, très c'est bien. Dans le 9e. Vous préparez un spectacle ou pas ? Parce que les auditeurs, ils me demandent. Ah, ils vous demandent les auditeurs oui. C'est en cours, c'est en préparation. Spectacle en préparation. Alors, vous savez que je vais recevoir un invité qui s'appelle Bérébi. William Bérébi. Je vous dirai pas qui. Je vais recevoir un invité. J'ai son attaché de presse, c'est pas une vanne, qui m'a dit est-ce qu'on peut le mettre avec Sam Bérébi ? Donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Avec plaisir, c'est très C'est gentil. la notoriété qui monte. Ah, voilà, bah, ça fait plaisir. Merci. Spectacle en préparation. Très Voilà. bien. Et ben on attend ça avec impatience. Et lui, c'est le Merci. producteur là-bas. Benjamin, c'est ça. Benjamin Et ben Presberg, enchanté le Benjamin. producteur. On va pas faire trop d'entre-soi. Hein. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Sam Bérébi. On se donne rendez-vous très vite, évidemment, la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines, beaucoup, à partir du 19 ou 20, parce que ce sera, on reprend le 17. Merci beaucoup, Sam Bérébi. Vous restez encore avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs. Bien sûr, le jeudi, on pense à votre santé avec le docteur Serge Rafal et vous allez être très très content, je crois, Steve Suissa, puisque le Covid est parti. Et oui, on va en parler. C'est pas une blague non plus. Et notre experte Judith Cohen-Solal pour le portrait de notre invité. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Radio J. À l'approche de Pessah, le Keren Hayesod vous propose d'aider nos frères et sœurs ukrainiens partis dans l'urgence à s'intégrer en Israël. Les besoins sont immenses. Logement, formation, cours d'hébreu, scolarité. Nous avons besoin de vous pour les aider à construire leur nouveau parcours de vie et à s'intégrer pleinement à la société israélienne. Faites votre don maintenant sur keren-hayesod.fr. keren-hayesod.fr. Merci pour votre générosité et bonne fête de Pessah. Grand jeu Radio J. Jusqu'au 2 avril, envoyez par SMS Radio J au 74 400 et tentez de gagner l'un des 30 bons d'achat de 50 € Spartou.com. Spartou, c'est plus de 10 000 marques, chaussures, vêtements et sacs. Envoyez vite Radio J au 74 400. 75 centimes d'euros par SMS. Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique le MAG. Avec Alexandre Adler et mes invités, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient. Mais pas seulement. Géopolitique le MAG, c'est tous les jeudis à 21h sur Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour à toutes et à tous. À la une en Israël, la police sur le qui-vive à Tel Aviv. Une manifestation des soutiens à la réforme judiciaire est prévue ce soir lors de la dernière lundi qui, elle, a eu lieu à Jérusalem. Des manifestants ont bloqué le passage à des voitures conduites par des Arabes et un chauffeur de taxi arabe lui aussi a été agressé, sa voiture endommagée. Il a été pourchassé et frappé par les agresseurs quand il a tenté de s'enfuir. La police israélienne détient 3 suspects, 2 autres ont été arrêtés aujourd'hui
aujourd'hui. Il s'agit de jeunes Israéliens d'une vingtaine d'années. Lors de cette même manifestation lundi, des policiers et des journalistes ont également été molestés. Politique à présent en Israël, Benny Gantz peut être bientôt dans la coalition gouvernementale. En tout cas, un député du parti unifié de la Torah lui demande de la rejoindre. Selon la chaîne publique israélienne Cannes, Moshe Gafni chercherait ainsi à renforcer l'équilibre de la coalition. La proposition aurait été faite lors d'une réunion entre les deux hommes, justement sur la réforme du système judiciaire. Cette demande de Gafni est la dernière de toute une série transmise par différents canaux ces dernières semaines à Benny Gantz. Mais pour l'instant, le leader du parti Union nationale n'y a pas réagi. Et un compromis serait en discussion pour que le ministre de la Défense limogé réintègre le gouvernement Netanyahou. C'est le leader du parti ultra-orthodoxe Chass, Ari Ederi, qui serait chargé de négocier les termes de l'accord. En échange de son retour comme ministre de la Défense, Yoav Gallant envisagerait de s'excuser pour le timing de sa prise de parole contre la réforme du système judiciaire, c'est-à-dire pendant la visite de Binyamin Netanyahou en Grande-Bretagne. En revanche, il ne serait pas question qu'il revienne sur le fond de ses propos, à savoir que cette réforme qui déchire la société israélienne a des conséquences désastreuses sur la sécurité du pays. Dans l'actualité internationale, un nouveau raid imputé à Israël en Syrie. Selon le ministère de la Défense à Damas, 2 soldats syriens ont été blessés. Le raid a eu lieu cette nuit. Ces dernières années, Tsahal a mené des centaines de frappes en Syrie contre des milices iraniennes ou des sites du Hezbollah. Les détails avec notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Ce sont une nouvelle fois les médias syriens qui mentionnent ces raids qui se seraient produits durant la nuit dans les abords de Damas. Selon les Syriens, des batteries de missiles sol-air de l'armée syrienne auraient intercepté ce qu'ils ont appelé l'agression israélienne. Apparemment, 2 soldats syriens auraient été blessés au cours de cette attaque. Les missiles israéliens auraient été tirés à partir du plateau du Golan. Il faut souligner que 2 terroristes du Hezbollah ont été tués cette semaine près de Homs en Syrie par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Un activiste pro-iranien aurait également été tué lors de cette explosion. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. L'inquiétude à présent autour du sort d'Evan Gershkovitch, le correspondant du Wall Street Journal à Moscou, a été arrêté. La Russie l'accuse d'espionnage au profit des États-Unis. Le service fédéral de sécurité russe, le FSB, annonce dans un communiqué avoir déjoué ce qu'il appelle l'activité illégale du journaliste. Journaliste mis en cause pour avoir collecté des informations sur une entreprise militaro-industrielle russe. Il risque 10 à 20 ans de prison. Avant de rejoindre le Wall Street Journal, Evan Gershkovitch était correspondant de l'AFP à Moscou. La presse et les journalistes russes critiques du Kremlin sont souvent la cible de poursuites pénales, mais jusqu'à présent, les journalistes étrangers étaient relativement épargnés. Assimiler Israël à un régime d'apartheid, c'est l'objectif d'une nouvelle proposition de résolution à l'Assemblée nationale, inscrite à l'ordre du jour le 4 mai prochain par le groupe NUPES communiste. Des socialistes et des écologistes sont aussi signataires. Le projet de résolution accuse Israël d'avoir mis en place un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique raciale. Plusieurs députés de la majorité s'y sont déjà opposés, mais aussi des associations comme l'Organisation juive européenne, à la tête de laquelle se trouve l'avocate Muriel Waknin-Melki. Derrière cette résolution se cache une détestation du peuple juif, cela ne fait aucun doute. Et il est de notre devoir à nous tous de nous dresser ensemble contre un tel texte qui n'a d'autre objectif que de semer la haine et la discorde au sein du peuple français. Ce texte est une honte et toute personne qui le soutiendra ou qui ne le dénoncera pas publiquement participera activement à nourrir l'antisémitisme qui tue en France depuis 20 ans et qui tuera encore demain. Maître Muriel Waknin-Melki à la tête de l'OJE. Et bien sûr, merci beaucoup Eva Soto. Rendez-vous demain avec vous à partir de 14h sur l'antenne de Radio J. En attendant, c'est la suite de notre émission dans un instant avec mon invité Steve Suissa sur Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Bonjour, c'est Steve Nadjar. Je vous attends tous les jeudis soirs à 21h sur Radio J pour Géopolitique, le MAG. Avec Alexandre Adler et mes invités, nous commenterons l'actualité internationale pour vous aider à mieux comprendre les enjeux d'un monde qui bouge au Moyen-Orient. Mais pas seulement. Ce soir, je recevrai le grand reporter Vincent Jauvert pour son dictionnaire amoureux de l'espionnage. Radio J.
Grâce à Orlaï Eladim, plus de 300 familles démunies reçoivent, pour passer dignement les fêtes juives, des colis personnalisés réalisés par des bénévoles et des enfants d'école partenaires. Orlaï Eladim a besoin de vous pour les aider. Donnez sur allodon.fr/or-la-yeladim. allodon.fr/or-la-yeladim. L'association Or-la-Yeladim, avec le soutien de Home to Home Immobilier, spécialisé dans la gestion Airbnb et la vente de biens à Paris. Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus ? Ne les jetez pas. Donnez-les à Coupe à Taïr et aidez les plus démunis. Pour donner facilement vos vêtements, déposez-les dans une de nos boutiques, dans nos containers ou lors de nos collectes fixes dans les communautés. Vous pouvez aussi organiser une collecte à domicile. Envoyez simplement un message WhatsApp au 0800 525 523 et nous vous enverrons un formulaire à remplir. Visitez notre site web coupeataïr.com ou contactez-nous au 0800 525 523 0800 525 523. À l'occasion des fêtes de Pessah, aidez Mazone à soutenir des familles en difficulté. Grâce à vos dons, ils recevront des colis de plus de 80 produits. Un colis pour une famille, c'est seulement 60 €. Prenez en charge 3 familles, soit 180 € et recevez une magnifique Haggadah Collector créée par l'artiste Alain Kleinman. Mazone, 34 rue des Grilles, 93 500 Pantin. Dons sécurisés sur mazone.org. Serfa en retour, 01 48 21 00 30. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Steve Suissa. On a beaucoup parlé de votre parcours, évidemment, culturel, votre actualité aussi. Maintenant, on a envie de vous connaître encore plus en profondeur. On va passer au tac au tac. 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On va tenter cette expérience ensemble. C'est parti. La recette de l'amour, Steve Suissa. L'envie, la fidélité, la grâce, la magie, baisser la garde, être à l'écoute de l'autre, avoir envie de le comprendre par-dessus tout. Très belle recette. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment? La spiritualité, garder ses valeurs, rester concentré et droit et écouter son cœur. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi? J'ai pas envie. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Steve Suissa? D'être un être humain cohérent, constant, à l'écoute, attentionné. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ou pour vous-même? Pour quelqu'un, c'est de m'apercevoir que j'ai encore plus besoin de lui que de moi. La plus belle qualité humaine pour vous, si vous deviez n'en citer qu'une? La gentillesse, dans le sens noble du terme. Vos 3 grands plaisirs dans la vie? Être avec des gens que j'aime, manger et rire. Votre surnom, Steve Suissa, y en a-t-il? Non. Votre philosophie de vie? René Char. Impose ta chance, va vers ton rêve, à te regarder, ils s'habitueront. Votre prochain rêve à accomplir, justement? Aimer. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer? Merci. Merci. Notre émission continue et on pense à vous parce qu'on pense à votre santé et ça va vous faire très plaisir puisque je l'ai promis aux auditeurs depuis lundi, le Covid, c'est fini. À votre santé. Bonjour docteur Serge Rafal. Bonjour Cyrielle. Alors je l'ai teasé cette semaine, je vous l'ai dit, vous souhaitiez faire le point sur la pandémie qui a terrorisé la planète, contaminé près de 800 millions de personnes dans le monde, 400 millions chez nous, où elle a fait autour de 165 000 victimes, vous a enfermé près de 4 mois en 3 confinements et plus encore, qui semblent avoir disparu de nos têtes, mais pas tout à fait du terrain puisque le SARS-CoV, comme on dit, est toujours présent et se remanifeste depuis quelques jours d'après Santé publique France, mais à des niveaux bas. Absolument, Cyrielle. On s'est fait un petit peu peur. On était content il y a une quinzaine de jours parce que le directeur général des urgences de l'OMS a déclaré que le Covid, finalement, était au même niveau, considéré de la même façon que la grippe saisonnière.
On était contents et puis on s'est aperçu la semaine dernière par des chiffres donnés par Santé publique France qu'on avait une petite remontée qui nous a inquiétés, mais les chiffres sont redescendus. Donc on peut considérer qu'on est à la phase qui est une phase endémique qu'on a beaucoup espéré, à la différence d'une phase épidémique. C'est-à-dire que le SARS-CoV va pas disparaître, il va rester parmi nous et de temps en temps on aura quelques petites oscillations avec une courte montée, mais qui ne va pas menacer un hôpital qui est quand même bien mal en point. Donc vous nous confirmez que l'épidémie est terminée, mais avec aussi des conséquences. Bien entendu, l'épidémie proprement dite est terminée. Il y a la semaine dernière, les derniers chiffres de Santé publique France, en gros, il y a 7000 tests positifs par jour, ce qui est très peu. Alors c'est vrai que les gens se testent moins, mais de façon indiscutable. L'indicateur, c'est le nombre d'entrées, le nombre d'arrivées aux urgences et le nombre des hospitalisés. Et là, pour l'instant, il n'y a aucune inquiétude sur le remplissage ou la capacité, en tous les cas, de l'hôpital à faire face, ce qui n'a pas toujours été le cas. Est-ce que vos remarques sont valables dans le monde entier ? Oui, les remarques sont valables dans le monde entier, même si on s'est fait très très peur avec la levée des mesures en Chine. On s'est dit, et l'arrivée des touristes, et vous voyez bien qu'il s'est pas passé grand-chose chez nous. Par contre, on n'a pas les chiffres des Chinois, mais on imagine qu'il y a plusieurs centaines de milliers de morts. Les images qu'on a vues de patients qui décédaient sur les parkings. On n'aura jamais les chiffres. On aura, vous avez raison, jamais les chiffres. Pendant très très longtemps, là, les Chinois donnaient 4000 morts. Là, ils reconnaissent qu'il y a eu 100 000 morts. Bon, bien entendu, on est très 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 sous-évalué. Mais d'autres pays qui, eux, ont un système de santé auquel on peut faire confiance. Je pense au Japon, je pense à la Corée, sont en train de lever les mesures et de laisser venir les touristes. Docteur Serge Rafal, forcément des réactions. On nous dit qu'une 10e vague est prévue. On cherche à comprendre du coup qu'est-ce qui se passe vraiment. La 10e vague, il y a une 10e vague, il y aura peut-être une 11e vaguelette. Pour l'instant, on a changé. Alors à chaque fois, vous voyez, on a eu les lettres de l'alphabet grec, on a eu de l'alpha, on a eu des gamins, là on est de l'omicron depuis très très longtemps. On est resté pendant plusieurs mois du BA4, du BA5, on a eu du BQ11. Là, on a récupéré le BXX américain, mais c'est de l'omicron. Et comme dans beaucoup d'épidémies, on s'est rendu compte qu'en fait, la gravité de la maladie allait décroissante. Donc ça va pas muter. Donc le risque, c'est que ça puisse muter, mais quand l'OMS déclare qu'à l'échelon mondial l'épidémie est finie, on peut avoir quand même confiance, même si de temps en temps on peut mettre en doute leurs directives. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le théâtre et le spectacle de manière générale. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité, je pense, ouais. Parce que on arrive à un millénaire où les gens commencent à vivre vraiment différemment, et depuis le Covid, les gens sortent pas, il y a pas beaucoup de pièces de théâtre qui fonctionnent, les cinémas on n'en parle même pas, et on a tout à la maison, c'est-à-dire qu'on veut commander ce qu'on veut commander, aussi fou que ça puisse être, c'est possible. Donc on s'aperçoit vraiment que les gens sont en train de considérer leur existence de façon différente, et jusqu'à leur qualité de vie, où les provinces commencent à devenir les capitales, parce que les gens veulent un coin de jardin, parce que les gens veulent faire du télétravail et qui veulent avoir une autre façon de vivre leur vie. Une autre manière de vivre. Vous l'avez constaté, vous aussi, docteur Serge Rafal ? Oui, tout à fait. Il y a un changement des habitudes, et nous, même les médecins, on comprend mieux a posteriori. Alors on peut toujours critiquer, bien évidemment. On était face à une épidémie qui touchait le monde entier. On a eu très très peur. On peut critiquer les confinements. Vous voyez, la Suède a pas confiné et finalement se retrouve avec des chiffres qui, alors, légèrement supérieurs aux autres
autres pays nordiques, mais inférieur en mortalité à ce qu'on a eu nous. Mais là maintenant, on a changé de paradigme, c'est-à-dire que le Covid, c'est une maladie qui concerne principalement les personnes de mon âge, les personnes de plus de 65 ans. Les enfants, là, quand on fait le bilan, aucun enfant n'est décédé. On a parlé à un moment donné, il y a eu les PIMS, il y a eu peut-être de petites complications qui étaient complications virales, mais aucun gamin est décédé pendant l'épidémie. Et quand on prend la moyenne d'âge des patients qui sont décédés à l'hôpital, c'est autour de 80 ans. Donc on est face à une maladie qu'il faudra protéger par une vaccination annuelle, comme la grippe, et réservée pour les personnes de plus de 65 ans ou les personnes qui ont un problème avec leur immunité. Je vois quand même les gens bondir. Il y a eu quand même des enfants qui sont décédés de l'épidémie du Covid. On peut pas dire que c'est pas le cas. Écoutez, j'ai eu ici très régulièrement pendant le Covid des spécialistes. On a fait le bilan avec des chefs de file. On considère, alors il y a beaucoup de patients qui étaient à l'hôpital ou qui étaient dans des services où ils étaient testés systématiquement. Donc ils arrivent à l'hôpital et ils étaient testés positifs au Covid. Donc, bien évidemment, on disait c'est le Covid, mais mort directement d'une complication du Covid, j'ai l'impression. Moi, je ne suis pas pédiatre, mais donc il y avait sans doute d'autres choses que le Covid en jeu. Bien on a évoqué également une augmentation des troubles mentaux. Je sais que vous souhaitiez aussi en dire un mot. Ah bah ça, c'est quelque chose que vous évoquiez et c'est le plus gros changement. C'est-à-dire que même pour l'OMS, donc à l'échelon mondial, 25% de dépressifs et les chiffres ont quasiment doublé en passant de 12 à 20%. Le Covid long, c'est un certain nombre de symptômes. C'est beaucoup de symptômes. La dépression, bien évidemment, a grimpé. Tous les psychiatres que j'ai reçus ici le confirment. Et ils vont justement chez Judith Cohen-Solal qui va nous dire un mot, bien sûr, dans un instant. En conclusion, docteur Serge Rafal. En conclusion, les pandémies font partie de l'histoire. Certaines terribles ont eu lieu dans le passé. Vous imaginez ce qu'a été l'épidémie de grippe espagnole juste après la Première Guerre mondiale, avec 20-30 millions de morts. Regardez ce qu'on a, nous, vécu avec alors certains disent c'était 10, c'était 15, mais on n'est pas dans ces chiffres-là, on est avec un système hospitalier, voilà. Alors, il y a eu des épidémies, il y en aura d'autres, et je pense que nous y survivrons. Si Dieu veut, comme on dit chez nous. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio J. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Steve suit ça et c'est donc dans les mains de Judith Cohen-Solal qui est juste à ma gauche, qui a pris des notes, qui vous a écouté attentivement et donc c'est votre portrait. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Steve Suissa. Bonjour. Eh bien, je suis très contente de vous voir ici. On est un peu impressionnés parce que comme vous faites beaucoup de choses à la fois, que ça va très très vite, je vous observais et on sent que vous êtes là, mais vous êtes en train de penser à un tas de choses dans votre tête, préparer, ou bien s'inspirer, ou bien déjà être en train dans un petit bout d'organisation et on vous sent comme ça. Et à la fois, vous êtes absolument calme, tout à fait, presque, je dirais, impassible. Donc là, il y a vraiment, c'est impressionnant le contraste qu'on sent entre ce qui bouillonne à l'intérieur de vous et dans votre tête. Et aussi, j'ai envie de dire, je monte le cœur parce que on sent que vous êtes touché par les choses, que vous êtes sensible. Et en tout cas, tout ça, ça se résume quand même parce que vous avez dit au tac au tac, parce qu'à 3 reprises, vous avez dit écoute de l'autre. C'est la recette de l'amour. C'est il faut être cohérent, constant, à l'écoute et attentionné. Vous avez dit que qu'est-ce qu'on peut faire de plus fou pour quelqu'un, avoir plus besoin de lui que de moi. Donc, je trouve ça quand même, c'est particulier. Personne n'a dit ça. On remet les clés quand même. Non, ça veut dire quand même quelque chose. Et puis, c'est marrant parce que d'habitude, les invités, quand Cyril leur pose des questions, ils disent, allez, 1 mot, 2 mots. Alors là, vous aviez comme ça plusieurs choses, plusieurs concepts, et donc je trouve que voilà, on retrouve ce qui vous caractérise, c'est-à-dire cette multiplicité d'actions, d'activités. Mais je crois que de ce que j'ai entendu, parce que moi, ce que j'ai à dire, c'est à partir de ce qui s'est passé dans cette émission, en fait. Eh bien, qui est d'ailleurs, qui nous donne beaucoup de clés. Grâce à Cyrielle aussi. Et donc, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a cette scène où vous êtes
là, devant une boucherie qui est donc l'affaire familiale et à côté des Folies Bergères. Et vous êtes donc entre deux mondes, absolument. Donc vous auriez pu faire comme d'autres, c'est-à-dire mettre des œillères et être... Enfin, il y avait des gens là, mais vous étiez juste dans votre canal, à vous, dans le monde juif, dans le monde commercial, dans la boucherie, dans tout ça. Non, vous êtes là et en même temps, c'est parce que je crois que vous avez appris des choses quand même de ce monde entrepreneurial, parce que vous êtes un grand entrepreneur en fait. J'ai tout appris là. Je fais mon métier de façon totalement décalée et totalement particulière. Mes bureaux sont au rez-de-chaussée et tous les matins, j'ouvre les rideaux de fer avec mes équipes et je suis en plein milieu de la rue Richer et je travaille comme un artisan. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, et vous êtes resté rue Richer. Donc, c'est quand même incroyable. Donc oui, je vois bien. D'ailleurs, on vous voit, on vous regarde. Évidemment, vous n'êtes pas dans la caricature de l'homme d'art ou de l'être complètement, voyez, dans évanescent ailleurs. Non, on sent qu'il y a du solide et à la fois, quand même, vous savez manier l'art, les lettres. Donc, je pense que c'est vrai que cette capacité d'être à l'écoute de l'autre, ça vous a donné une finesse qui est particulière, alliée donc à ce que vous avez appris là. Donc, vous êtes entre deux mondes. Moi, je crois que c'est ça qui vous caractérise. Vous avez l'air très joyeux dans ce que vous faites et quand on vous voit, vous avez l'air un peu aussi avoir un côté sombre. Enfin, en tout cas, je sais pas, un petit côté torturé peut-être. J'irai pas jusque-là, mais vous le direz pas. Non. Plutôt pudique et timide et en recherche. Mais oui, je suis pas de ceux qui pensent que il faut être sympathique. Et si je souris, c'est que je suis touché. Et voilà. Et si je fais rien, c'est que je suis à l'écoute. Mais donc forcément, je ne suis dans aucun jeu social. Et c'est vrai que aujourd'hui, entre guillemets, ma marque de fabrique, quand je dirige un acteur, je lui demande, contrairement au théâtre d'avant, de ne rien faire, de ressentir, d'accepter que ce qu'il est, ça suffit, et d'oser même mettre ses défauts en avant ses qualités. Et donc, les acteurs avec lesquels je travaille, ils aiment ou ils aiment pas, mais en tous les cas, notre expérience est d'être sur scène lui, d'avoir le courage d'être lui, et que le spectateur qui est dans la salle puisse regarder ça comme s'il n'avait pas le droit de voir quelque chose de très intime, comme derrière le trou d'une serrure. Et je trouve que oui, il y a une forme de simplicité, de dépouillement que moi, en tous les cas, en tant qu'être humain, j'aime beaucoup. Et vous avez trouvé le courage d'être vous, Steve Fissa. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait que vous décrivez une séance où ce qu'on dit aux gens qui viennent faire une psychanalyse. Il faut, dites ce qui vous vient, vous êtes là avec vos sentiments et comme ça, vous allez vous découvrir et trouver la vérité qui est en vous. Alors, voilà, donc on se rejoint. Donc, en tout cas, je pense que être entre deux mondes, ça vous a permis aussi d'être entre deux pays, la France, Israël, et de faire... Bon, vous avez un côté interprète quand même, et vous êtes le traducteur, vous faites un pont. Je trouvais que... Je sens quand même que vous étiez tiraillé, et vous avez fait une force de ce tiraillement. De tout, mais... Et vous en avez... vous avez donné... voilà, vous êtes arrivé à construire un pont entre différents mondes, vraiment. C'est mon mot. Voilà, voilà. C'est mon mot. Quand je fais le festival, c'est le sous-titre en dessous le festival, c'est de dire que je fais un pont d'amour entre la France et Israël. Voilà, donc la diaspora Israël, le monde juif et les autres, le monde des travailleurs et le monde du spectacle, le monde des travailleurs et le monde de la philosophie, de la littérature. Donc bon, moi je me suis dit, puisque souvent je cherche des personnages de la Bible qui pourraient nous inspirer et que l'invité nous rappelle. Alors je vais y aller fort, mais bon, il faut dire aussi que c'est l'époque. Moi je trouve que vous avez un petit côté Moïse, parce que vous étiez pas... Je trouve que justement, on vous voit, on n'a pas l'impression que vous êtes un grand parleur, que vous êtes dans la séduction. C'est quand même ce qu'on disait de Moïse. Hein, c'était pas un grand parleur. Pourtant, il est arrivé à diriger des gens, à les faire traverser des mondes, une mer Rouge, un désert, donc à la recherche de leur identité. Et ben, je trouve que... C'est drôle, parce que quelqu'un qui m'est très, 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 très cher m'a dit ça. Il y a quelques jours. Eh bien, écoutez, je suis très à l'approche de Pessard. Écoutez, me voilà très honorée. Et puis, quand même, je vous dis quelque chose à la fin. Je me suis dit que c'est bien parce que vous êtes très tourné vers les autres, que vous savez utiliser ce que vous êtes pour en faire don aux autres. Et bon, c'est comme ça. Je sais pas si c'est juste ou pas, mais j'avais envie de vous dire peut-être qu'il faudrait aussi vous occuper un peu plus de vous. Voilà.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On est bien en cohérence, vous et moi, Judith Cohen-Solal. Merci beaucoup. On s'en occupe. Judith, Merci. que l'on retrouve tous les jeudis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. La fin de cette émission avec vous, Steve Fissa. Merci à vous tous, à vous toutes. Je m'attendais pas à ça et je suis agréablement surpris, je suis touché, je suis ému. Et je vous remercie de toute cette attention, vraiment. Et merci à vous d'être venus nous voir aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci pour cet échange. On a parlé de toute votre actualité culturelle à suivre évidemment sur vos réseaux et en temps réel évidemment quand on vous connaît. Bien sûr, à la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Clément. Notez que vous pouvez réécouter nos invités, nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On embrasse Amir bien fort. Évidemment, on se donne rendez-vous dès lundi, dès 15h avec Chico des Gypsy Kings. À lundi, belle journée à tous sur l'antenne de Radio J. Merci.